Halloween à Shibuya bat son plein, et tout le monde a sorti ses meilleurs costumes. Les rues sont noires de monde pour fêter l'événement. Mais au beau milieu de tout ce boucan, un mec est assis par terre et a l'air vraiment mal en point. Les passants s'imaginent que ça fait partie du décor, mais il y a un truc qui cloche. Soudain, le gars lève la tête, et ses yeux brillent d'un rouge terrifiant. C'est l'homme berserk. Tout près de là, des filles s'arrêtent net. L'ambiance vient de changer brusquement. Sans crier gare, l'homme berserk se jette en avant et attaque un type déguisé en prisonnier. Il plaque le mec au sol, et une femme en costume de flic n'en croit pas ses yeux. Le monstre braque ensuite son regard sur elle et lui dit de « venir jouer ». Elle est paralysée de terreur alors qu'il se dresse au-dessus d'elle. Soudain, Kanzaki Yuto surgit de nulle part et décoche un coup de pied massif en plein visage du monstre. Le choc envoie la créature valser sur le béton. Le couple tremble de tous ses membres en remerciant son sauveur. Yuto ne perd pas une seconde, leur hurlant de foutre le camp pendant qu'ils le peuvent encore. Ils décampent aussi vite que leurs jambes le leur permettent. La panique totale éclate dans les rues, puis les écrans géants se mettent à bugueur. Les pubs festives sont remplacées par l'image d'un mystérieux individu encapuchonné. Il observe la ville de haut et demande d'un ton flippant si tout le monde trouve la lune belle ce soir. Il dit à la foule de se lâcher et de danser, pendant que d'autres personnes se font attaquer dans la rue en contrebas. L'écran annonce le début d'une nuit de chaos d'Halloween. Yuto lève les yeux vers la diffusion, reconnaissant le nom, Exidra. Il serre les dents, jurant d'arrêter n'importe quel plan qu'ils ont mis en branle. Retour 3 semaines en arrière, à l'orphelinat Aozora. Voici Kanzaki Yuto. Il a 20 ans et bosse ici comme directeur adjoint. Il fait tranquillement sa lessive quand il entend quelqu'un l'appeler. 2 gamins de l'orphelinat arrivent en courant, totalement paniqués. La petite fille se met à pleurer, affirmant que Takeshi l'a frappée. Takeshi essaie de s'expliquer. Yuto prend la fille dans ses bras et lance un regard sévère au garçon. Il dit au gamin qu'un vrai bonhomme n'utilise ses poings que pour protéger les gens qu'il aime. Il demande à Takeshi si un héros frapperait quelqu'un de plus faible que lui. Le gosse baisse la tête, honteux. Yuto lui lâche un grand sourire avec un pouce en l'air, lui disant de garder cette force pour les moments où ça compte vraiment. Le garçon lui fait remarquer que Yuto lui-même était un bagarreur avant, et Yuto ne le nie pas. Un flash sinistre de cet écran, éveil humain, coupe court au souvenir. De retour au présent, Yuto affiche toujours ce même sourire décontracté. Les gosses commencent à le vanner, lui demandant si la personne à qui il tient, c'est pas Chika, par hasard. Ils lui disent qu'il a intérêt à lui avouer ses sentiments vite fait, ou il laissera passer sa chance quand elle aura son diplôme. Yuto devient tout rouge et leur dit de la fermer. C'est à ce moment-là qu'Amatsuki Chika rentre à la maison. Elle a 18 ans et est en terminale. Elle regarde la scène dans la cour, se demandant ce que c'est que tout ce boucan. Les gamins la balancent direct sur ce que Yuto vient de dire. Il essaie désespérément de pédaler dans la semoule pour se rattraper. Chika lui lance un regard sceptique, lui demandant quel genre de truc il enseigne à ses gosses. Elle lui annonce la couleur. Pas de bagarre, peu importe pour qui c'est. Yuto soupire et demande ce qu'on mange ce soir. Chika a ce don d'illuminer la pièce quand elle sourit. Les gosses pètent déjà un plomb en apprenant qu'elle prépare du curry. Pour eux, c'est la meilleure cuisinière au monde. Elle rigole et promet à Hiroto de la viande en rab. Yuto reste en retrait, observant la scène. Il ne peut s'empêcher de penser à quel point elle sourit beaucoup plus aujourd'hui par rapport à quand ils étaient gamins. Son esprit retourne 10 ans en arrière, le jour où Chika est arrivé à l'orphelinat. C'est là qu'il a rencontré le directeur, un vieil homme gentil avec des cheveux gris et des lunettes. Le directeur l'a présenté au groupe, demandant à tout le monde d'être sympa et de l'accueillir dans sa nouvelle maison. Mais les autres gosses n'étaient pas super chauds. Ils avaient déjà entendu les rumeurs sur son père. Ils chuchotaient qu'elle était la fille d'un meurtrier et se demandaient si c'était vraiment sûr de la laisser vivre ici. Même à l'époque, les yeux ambrés de Yuto étaient perçants, observant la scène avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Le directeur a essayé de les faire taire. Et s'est excusé auprès de Chika pour cet accueil glacial. Chika a juste souri à travers ses larmes, disant qu'elle avait l'habitude d'être traitée comme ça. Elle pensait sincèrement qu'elle ne méritait pas d'être heureuse. Le jeune Yuto la fixait, sans dire un mot, mais ressentant clairement le poids de ses paroles. Il ne savait pas quoi faire en la voyant là, toute seule, face à tous ses doigts pointés vers elle. De retour au présent, Yuto traverse la cour, se disant que ça fait déjà 10 ans depuis ce jour. Soudain, un caillou vole par-dessus la clôture et dérape dans la terre près de ses pieds. Il lève la tête pour voir une bande de racailles qui traîne devant le portail. Il lui hurle de livrer la fille du meurtrier, affirmant que quiconque la protège est aussi coupable que son daron.
Yuto Supire. Il a clairement déjà eu affaire à ce genre de harcèlement et leur dit de rentrer chez eux. Mais il ne bouge pas d'un poil. Ils commencent à taper sur la clôture, tapant un scandale. Ils deviennent de plus en plus agressifs, et Yuto commence à perdre patience. Il sent la tension monter, mais il essaie de garder son sang-froid pour le bien des gamins à l'intérieur. Les voyous crient qu'ils savent qu'Amatsuki Shika est là et qu'ils ne partiront pas tant qu'elle ne sortira pas. Yuto les affronte directement, mais l'un des mecs lui colle un téléphone sous le nez montrant un flash info. Les infos disent que l'organisation criminelle Exidra, dirigée par le père de Shika, a repris ses activités après 10 ans de silence. Yuto fixe l'écran, le cœur serré en comprenant pourquoi ces types sont soudainement si excités. Le chef des voyous prend de l'élan et jette un autre caillou, hurlant que l'histoire sur la mort du boss était des grosses conneries. Il est convaincu que Shika est impliqué dans les affaires de son daron et cherche la moindre excuse pour la blesser. À l'intérieur, Shika et les gamins regardent depuis la porte, réalisant qu'un truc cloche grave. Le voyou la repère et la montre du doigt à sa bande. La voilà. Yuto lui crie de rentrer et de s'éloigner de la clôture. Mais Shika sort quand même, les suppliant d'arrêter parce qu'il y a des enfants ici. Elle veut juste qu'ils rentrent chez eux. Les racailles n'en ont rien à foutre des gosses. Ils veulent juste un bouc émissaire pour les infos qu'ils viennent de voir. L'un d'eux lance une autre pierre, et elle frappe Shika en plein visage. Yuto hurle son nom. Le visage de Yuto s'assombrit de rage, mais Shika lui attrape le bras et le supplie de ne pas utiliser la violence, même pour elle. Il se rappelle de toutes ces fois où elle lui demandait d'arrêter de se battre. Elle ne veut plus de sang sur les mains, même indirectement. Il se revoit adolescent, couvert de bleu et en sang, après une énième baston de rue. À l'époque, il ne savait pas comment s'arrêter. Shika était toujours celle qui pleurait en soignant ses blessures, le suppliant de faire attention à lui. De retour au présent, il serre les dents à s'en briser la mâchoire. Il essaie tellement de respecter sa promesse. Les voyous continuent de se foutre de sa gueule, lui disant à quel point cette situation est tordue. Ils n'ont aucune putain d'idée d'eux qu'ils ont en face d'eux. Shika tombe à genoux, submergée par la culpabilité et les insultes. Elle veut juste que ça s'arrête. C'est la goutte d'eau. Yuto pète un câble, hurlant que ces mecs n'ont aucun droit de la blesser alors qu'il n'essaie même pas de comprendre ce qu'elle ressent. Il s'avance, les yeux brûlants d'un feu qu'on n'avait pas vu depuis des années. La paix, c'est fini. Soul, Chica. La voix de Yuto est basse, mais il y a une dureté qui n'y était pas une seconde plus tôt. Shika lève les yeux vers lui, sous le choc. L'échymose sur sa joue est le sombre rappel de pourquoi il est si en colère. Il ne peut plus rester là à regarder. Si ces connards continuent de la blesser, il va s'en occuper. Le chef de la bande ne pige pas le message. Il se jette en avant, hurlant que quiconque soutient un criminel mérite de se faire défoncer. Yuto ne bronche pas d'un millimètre. Il intercepte le poing du gars avec le sien, bougeant plus vite que quiconque aurait pu le prévoir. Le son de son poing qui frappe est sec et final. Le voyou vacille en arrière, ses lunettes manquant de voler. Il n'a rien vu venir. Yuto ne s'arrête pas là. Ses yeux ambrés brillent presque alors qu'il enchaîne avec une autre frappe dévastatrice. En quelques secondes, le mec est au sol, et ses potes commencent à capter qu'ils ont fait une énorme connerie. Yuto se tient au-dessus d'eux, le visage taché du sang de l'altercation. Ceux qui méritent d'être punis, c'est vous, grogne-t-il. Les voyous tremblent comme des feuilles. Ils cherchaient la merde, mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur un monstre. L'un d'eux essaie de motiver les autres, hurlant de se le faire, mais sa voix tremble. Yuto esquive une attaque sauvage avec une facilité déconcertante. Il est complètement dans la zone, ses mouvements sont fluides et létaux. Il décoche un coup de pied surpuissant qui envoie un autre type valser. Qu'est-ce que vous savez sur Shika, bande de crevures? Exige-t-il de savoir. Il se tient bien droit, même avec son tablier jaune, ayant tout l'air d'un vrai protecteur. La mention du retour d'Exidra pèse visiblement sur lui. Protégée derrière le mur, Shika l'observe. Elle est inquiète, mais elle a déjà vu cette facette de lui avant. L'expression de Yuto est terrifiante. Il fait un vœu silencieux. Si un seul autre mec essaie de la toucher, il le réduira en poussière. Loin au-dessus d'eux, la ville de Shibuya continue de tourner, ignorante de la petite guerre qui fait rage aux portes de l'orphelinat. Ailleurs, une perdue observe toute la scène sur un écran de sécurité. C'est notre jeune demoiselle, hein? S'amuse une voix. Il zoome sur le visage de Shika. Pour eux, ce n'est pas juste une gamine. C'est un pouvoir capable de mener l'humanité vers une nouvelle ère. De retour sur le terrain, les voyous ont leur dose. Ils sont en miettes, en panique, et veulent juste se barrer. Ils regardent Yuto comme s'il n'était pas humain.
Il n'était pas préparé à un tel niveau de violence de la part d'un jardinier. Un flic à vélo finit par se pointer, hurlant à tout le monde d'arrêter ses conneries. C'est tout ce qu'il fallait aux racailles. Ils sautent la clôture et disparaissent dans la rue, se barrant le plus vite possible. L'adrénaline commence à retomber, et Yuto se tourne direct vers Chika, lui demandant si elle va vraiment bien. Dans l'ombre d'une voiture garée, une figure mystérieuse les observe encore un instant avant de s'éloigner. Le soleil continue de briller sur l'orphelinat, mais la paix a bel et bien été brisée. Les gamins sortent en courant, appelant Yuto et Chika. Ils ont eu la trouille et veulent s'assurer que leur famille est saine et sauve. Chika fait semblant d'être forte et leur dit qu'elle va bien, mais Yuto voit clair dans son jeu. Il repense à ce que ces mecs ont dit. Exidra était censé avoir disparu. Le daron de Chika était censé être mort. Le directeur accourt, pâle d'inquiétude. Il demande si tout le monde va bien, ses yeux faisant des allers-retours entre deux. Quelques minutes plus tard, ils sont tous réunis dans le bureau du directeur pour parler de ce qui vient de se passer. Le directeur leur annonce qu'il a déjà contacté la police pour intensifier les patrouilles dans le quartier. Il explique qu'il y a eu des signalements de personnes à Shibuya utilisant le nom d'Exidra tout en distribuant des drogues dangereuses. Il essaie de les rassurer en disant que ce sont peut-être juste des imitateurs, mais l'ambiance dans la pièce est lourde. Chika reste assise en silence, ses mains serrant le tissu de sa jupe à en avoir les jointures blanches. Puis, elle lâche la seule phrase que Yuto redoutait d'entendre, « Je pars ». Yuto bondit presque de sa chaise. « Hein. D'où tu sors ça? Tu peux pas juste te barrer. » Chika rétorque que tant qu'elle reste, elle met tout le monde à l'orphelinat en danger. Le directeur essaie de la calmer. Il lui rappelle que l'organisation s'est effondrée à la mort de son père, mais l'expression de son visage montre qu'elle n'y croit pas. Avant qu'il puisse la retenir, elle s'enfuit en courant de la pièce. « Laissez-moi juste, tranquille un moment », pleure-t-elle. Yuto n'hésite pas une seconde. Il dit au directeur qu'il la suit, et il est dehors en un éclair. Yuto fouille le domaine, le cœur battant à tout rompre. Chika est partie si soudainement, et le poids de ses mots, et des secrets qu'elle porte, commence à lui peser. Il aperçoit sa silhouette près du mur du fond. « Chika, où est-ce que tu es passé ?» murmure-t-il, plus pour lui-même qu'autre chose. Il tourne au coin et s'arrête net, le souffle coupé. « Chika !» hurle-t-il, voyant qu'elle n'est pas seule, mais encerclée. Chika est entourée par 3 inconnus. Un homme grand aux cheveux rouges foncés, une fille aux cheveux argentés, et un type baraqué avec une cicatrice sur l'œil. On dirait qu'ils sortent d'un champ de bataille, pas d'un orphelinat tranquille. La fille aux cheveux argentés, Shade, se tourne vers lui avec un sourire espiègle et dangereux. Elle porte une veste à col montant bleu et blanc sur sa petite carrure. « HM? T'es qui, toi ?» demande-t-elle, ses yeux violets brillant presque. Yuto serre les poings, les yeux brûlants. Il ne sait pas qui sont ces gens, mais il sait que ça sent la merde. Ces mecs, depuis quand ils sont là? Qu'est-ce que vous lui voulez? Crache-t-il. Shade ne répond pas avec des mots. Elle bouge dans un flou d'argent et de bleu, sa vitesse est carrément inhumaine. Dégage de là, RN. Commence Yuto, mais il est coupé direct. Elle balance un coup de pied fulgurant, et Yuto réussit à peine à le parer. La force de l'impact est monstrueuse, vibrant dans ses bras et manquant de le déséquilibrer. Elle est rapide, pense Yuto, les dents serrées. Il n'a jamais vu quelqu'un bouger avec ce niveau d'agilité et de puissance. Il est complètement largué. Shade se marre, ses yeux violets vibrants écarquillés par une joie sadique. « Tiens, bon réflexe », se moque-t-elle, la voix pleine de sarcasme. Avec une explosion d'énergie soudaine, Shade frappe à nouveau, envoyant Yuto valser en arrière dans la cour en terre. Il heurte le sol lourdement, le souffle coupé. Chika hurle son nom, se précipitant vers lui alors qu'il lutte pour se relever. « Recule, Chika !» grogne Yuto, essayant de s'interposer entre elle et la fille aux cheveux argentés. « N'approche pas PL. » Avant même que Yuto puisse terminer son avertissement, l'homme balafré, Fald, un soldat endurci portant une veste tactique vert olive, apparaît derrière lui comme une ombre. Les yeux de Yuto s'écarquillent alors qu'il capte sa présence trop tard. Un coup lourd et pro de Fald cueille Yuto en pleine nuque, lui écrasant le visage contre le sol. Le monde tourne, et la vision de Yuto commence à se brouiller. Fald le domine avec une froide indifférence. « La ferme, le gosse », grogne-t-il, sa voix aussi rude que son apparence. Il n'est pas là pour jouer, il est en mission. Chika tombe à côté de Yuto, livide de terreur. Derrière Fald, l'homme aux cheveux rouges, Ini, s'avance dans son long manteau noir aux bordures rouges. « Nous sommes venus vous escorter », dit-il, la voix formelle et dénuée d'émotion. Chika lève les yeux vers lui,
un mélange de peur et de reconnaissance dans le regard. Elle sait exactement ce que ça veut dire, et pourquoi ils sont là. Innie s'incline légèrement, ses yeux bleus sombres fixés sur elle. « Mademoiselle », dit-il, le titre sonnant plus comme une sentence qu'une marque de respect. Yuto crache, le goût cuivré du sang dans la bouche. Il galère à lever la tête, l'esprit en vrille. « Venu, pour l'emmener » murmure-t-il d'une voix rauque, n'arrivant pas à y croire. Innie présente le groupe avec un sang-froid glaçant. « Nous sommes Exydra. Nous sommes ici sur les ordres de votre père, le seigneur Taizan. » Derrière lui, Shade et Fald se tiennent prêts, leur aura écrasante. Shade ricane, visiblement amusé par la gravité de la situation. « Désolé eux », la taquine-t-elle, tandis que Fald lui dit sèchement d'arrêter de balancer des infos classées. Pour eux, c'est juste du boulot. Les yeux de Yuto s'écarquillent. De la part du daron de Chika, pense-t-il, les mots du directeur sur la mort de son père lui traversant l'esprit. Désespéré, il hurle « Chika, cours !» Mais Shade n'a pas fini de jouer avec sa nourriture. Avant que Chika puisse bouger, Shade frappe à nouveau Yuto, ses mouvements trop rapides pour qu'il puisse les suivre et encore moins se défendre. Chika hurle son nom, son monde s'effondrant. La paix de l'orphelinat est morte, remplacée par la terrifiante réalité. Les monstres de son passé l'ont enfin rattrapé. Shade se plante juste devant lui balançant qu'elle ne le laissera pas faire ce qu'il veut. Elle se met en garde pour se battre, lui demandant c'est quoi son délire avec cette fille. Kanzaki Yuto ne recule pas d'un pouce, qualifiant Chika d'amie précieuse. La réponse de Shade est une droite monumentale qui le fait vaciller. Elle enchaîne avec un coup de pied, lui disant qu'il devrait probablement laisser tomber pour le bien de son ami. Elle se penche vers lui avec un sourire suffisant, lui suggérant de juste s'écarter de leur chemin. Sur la touche, Fald et Innie regardent le spectacle. Fald est même un peu impressionné que le gamin ait réussi à la bloquer. Innie reste silencieux, observant tout. Yuto jette un regard en arrière, inquiet pour son ami, mais cette distraction lui coûte cher. Shade lui colle une droite en pleine mâchoire, lui disant de garder les yeux sur la personne qui est en train de le défoncer. Le coup l'envoie face la première dans la boue. Shade le surplombe, se demandant si elle ne l'a pas tué par accident. Mais elle a à peine fini de parler que la main de Yuto surgit pour lui agripper la cheville. Il en a encore dans le ventre, lui crachant qu'il est hors de question qu'il les laisse l'emmener où que ce soit. Shade a juste l'air saoulé, le traitant de nuisible pendant que Chika les supplie d'arrêter. La fille se met à pleurer, s'offrant à eux si ça veut dire qu'ils laisseront Yuto tranquille. Shade n'est pas intéressé par un deal, elle lui décoche direct un coup de pied dans le ventre. Les yeux de Chika s'écarquillent alors qu'elle est projetée en arrière. Elle percute le sol violemment, roulant dans la terre. Shade fait comme si de rien n'était avec un petit sourire narquois, balançant qu'elle a frappé par erreur. Elle se tient au-dessus d'elle comme si elle n'était qu'une merde. Voir son ami blessé de la sorte déclenche un déclic chez Yuto. Ça le ramène à l'époque où ils étaient gamins, la voyant galérer. À l'orphelinat, c'était toujours elle qui nettoyait derrière tout le monde. Le jeune Yuto l'observait, se demandant si elle réalisait que les gens profitaient d'elle. Puis il a vu son sac à dos, couvert de gribouillages haineux lui disant de crever. Il est allé la chercher pour le dîner un soir. Il a ouvert la porte sur une pièce plongée dans l'obscurité. Elle était là, recroquevillée près de son lit, pleurant toutes les larmes de son corps là où personne ne pouvait la voir. C'est à ce moment-là qu'il a compris à quel point elle souffrait réellement. De retour au présent, Innie dit à Shade d'y aller mollo, mais elle n'a aucun remords. Elle pense que c'est juste plus facile si la meuf est trop brisée pour résister. Elle dit à Fald de la ramasser pour qu'il puisse bouger. Mais une voix derrière eux les stoppe net. Yuto est de nouveau sur ses pieds, ayant l'air sur le point de péter un câble. Shade se retourne, sincèrement choqué que le gosse bouge encore. Ses yeux brillent d'un ambre éclatant alors qu'il hurle qu'il va tous les réduire en bouillie. Il tient bon, faisant face aux trois en même temps. Shade ferme juste les yeux et rigole, pensant que le résultat sera le même quoi qu'il arrive. Avant même qu'elle puisse cligner des yeux, il se jette sur elle à une vitesse démentielle. Il lui colle une droite colossale en pleine poire, provoquant une onde de choc dans l'air. Fald et Innie n'en croient pas leurs yeux. La puissance du gamin vient de changer du tout au tout. Shade arrive à peine à suivre, réalisant que sa force est à un niveau complètement différent d'avant. Ses yeux s'écarquillent quand elle capte qu'elle est sérieusement dans la merde. Kanzaki Yuto ne lui laisse pas une seconde pour respirer, armant une autre frappe lourde. Il bouge à une vitesse terrifiante, l'affrontant dans un flou de mouvements. Shade grince des dents, sentant la pression monter alors qu'elle cherche une ouverture. En un clin d'œil, Yuto a disparu de son champ de vision. Fald repère Yuto arrivant sous un angle qu'elle a raté et hurle pour la prévenir. Mais c'est trop tard.
Yuto lui tombe déjà dessus avec un coup de pied fracassant. Un coup de poing enchaîné vient percuter son visage. Le choc est si violent qu'il expédie Shade droit à travers un mur de briques. Yuto se tient là, haletant, ses yeux brûlants de cette lueur ambrée sinistre. Shade est enseveli sous les décombres, et Chika observe la scène au sol, pétrifiée d'horreur pendant qu'Innie et Fald restent plantés là. La jeune fille tremble, voyant l'ami qu'elle connaît disparaître petit à petit. Elle murmure le nom de Yuto, mais il ne semble pas l'entendre. Il a l'air complètement cinglé, le visage tordu dans un rictus féroce. Chika se demande si l'histoire se répète, exactement comme par le passé. Elle sait que s'il continue de pousser ce pouvoir, il pourrait perdre son humanité pour de bon. De l'autre côté, Fald commence à faire le lien, se demandant si c'est le pouvoir légendaire de Chrono. Le regard de Yuto se déplace, et il a l'air de s'accrocher à peine à sa santé mentale. Il tourne son attention vers sa prochaine cible, surplombant le champ de bataille comme un prédateur. Il décoche un coup de pied qui sort de nulle part. Ça tape avec un bruit sourd et écœurant. Fald tente de contrer, balançant sa propre jambe pour surprendre le gamin. Yuto ne bronche quasiment pas, les yeux rivés sur son adversaire. Le balafré lui dit de ne pas prendre la grosse tête juste parce qu'il a eu de la chance avec Shade. Il enchaîne avec un direct puissant. Mais Yuto tend simplement le bras et stoppe l'énorme poing d'une seule main. Fald se fige, son sourire narquois disparaissant vite pour laisser place à la pure incompréhension. Il n'arrive pas à croire qu'un gringalet comme lui ait la force de l'arrêter net. La poigne de Yuto se resserre, et on peut presque entendre les os de la main de Fald commencer à craquer. Le vétéran réalise qu'il vient de faire une erreur monumentale. Yuto l'attire vers lui, prêt à lui donner une leçon de douleur. Ses yeux sont froids et concentrés, dépourvus de toute pitié. Il enfonce un poing dans le bide de Fald qui laisse le type à bout de souffle. Avant que Fald ne puisse récupérer, Yuto l'agrippe et le projette en arrière avec une force folle. L'homme balafré hurle alors qu'il est malmené comme une vulgaire poupée de chiffon. Yuto le fracasse contre terre, pulvérisant le sol sous eux et créant un cratère massif. Fald crache du sang, complètement brisé par ce seul échange. Yuto se tient au-dessus de lui, l'air prêt à l'achever. Mais alors Innie passe à l'action, fonçant droit sur Chika sans défense. La tête de Yuto pivote brutalement, son attention retournant à la fille qu'il essaie de protéger. Innie tend la main vers elle, et Chika hurle pour qu'il s'arrête alors que la situation dégénère. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Yuto bondit et lui attrape le poignet avec l'énergie du désespoir. Chika hurle son nom alors qu'elle les regarde s'affronter, la tension crépitant dans l'air. Innie n'a pas l'air énervé. Au contraire, il semble impressionné par la détermination brute dans les yeux du gamin. Il qualifie Chika d'esclave, ces mots suintant d'une politesse moqueuse qui lui donne des frissons. Elle lui hurle dessus en retour, défendant Yuto et insistant sur le fait qu'il n'a rien à voir avec les monstres qu'ils sont. La voix de Yuto n'est plus qu'un grognement râpeux alors qu'il jure d'utiliser son pouvoir pour la protéger, peu importe le prix à payer. Innie se contente de ricaner, trouvant cette parade d'héroïsme presque touchante dans sa futilité. Avec une accélération soudaine, il brise la prise de Yuto et le frappe en pleine poitrine. La force du choc envoie Yuto tournoyer dans les airs comme un jouet cassé. Même en tombant, la seule pensée de Yuto va à Chika et à son échec pour les arrêter. Innie le domine, le visage dans l'ombre, les yeux brillants d'une lueur froide et terrifiante. Yuto essaie de ramper vers son ami, le corps meurtri et brisé, mais son esprit refuse toujours de plier. Innie l'enjambe avec un mépris total, regardant le garçon blessé comme s'il venait de marcher dans la merde. Il lui balance un coup de pied final et écrasant qui laisse Yuto le souffle coupé sur le sol. La vision du gamin commence à se brouiller, le bruit des sanglots de Chika devenant un écho lointain. Chika se précipite à ses côtés, ses larmes tombant sur son visage tuméfié alors qu'elle le supplie de rester avec elle. Elle lève les yeux vers Innie avec une haine pure, mais le mec aux cheveux rouges ne s'y même pas. Il lui dit que quiconque se met en travers de leur chemin n'est qu'un obstacle à dégager. Il commence à s'éloigner, sa cape flottant derrière lui comme un linceul. Fald se tient à proximité, observant l'échange avec une expression sombre, sa bravade précédente calmée par la brutalité de la baston. Innie s'arrête un instant, écoutant quelque chose sur un dispositif de comme planqué dans son oreille. Ses yeux se plissent alors qu'il reçoit ses ordres, l'efficacité froide de sa mission prenant le pas sur tout amusement personnel. Fald regarde Yuto, se demandant toujours comment un humain a pu puiser dans ce genre de pouvoir. Innie reste silencieux, le regard fixé sur l'horizon comme s'il planifiait déjà leur prochain mouvement. Il annonce à Fald qu'ils s'en vont, leur présence n'étant plus requise pour le moment. Le boss leur a ordonné de rentrer immédiatement, et ils ne sont pas du genre à désobéir.
Fald ramasse Shade inconsciente, la jetant sur son épaule comme un sac de patates. Innie regarde Chica une dernière fois, promettant qu'ils reviendront bientôt la chercher. Les trois criminels s'éloignent dans le lointain, laissant la cour en ruine derrière eux. La conscience de Yuto s'estompe vite, le monde virant au gris terne alors que l'adrénaline quitte son système. Chica le serre contre elle, le cœur brisé, se blâmant pour tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Soudain, les yeux de Yuto s'ouvrent en grand, les pupilles effacées pour laisser place à une lumière blanche éblouissante et terrifiante. Elle hurle son nom à nouveau, mais il regarde à travers elle, l'esprit perdu dans les abysses du pouvoir de Chrono. Elle sanglote de ultimes excuses, le poids des traumas de la journée devenant enfin trop lourd à porter. Yuto se relève lentement, sentinelle silencieuse au milieu du carnage, son humanité apparemment disparue alors qu'il fixe le vide. Ciel bleu dégagé au-dessus de l'orphelinat. L'inspecteur Kantaro chope Chica seule dans la cour pour commencer son interrogatoire. Il la cuisine sur les types qui ont essayé de la kidnapper, lui demandant s'ils ont précisé qu'ils étaient là spécialement pour elle. Are n'y va pas par quatre chemins, lui rappelant que l'organisation Exidra a été fondée par son propre daron. Chica a l'air complètement dépassée, affirmant qu'elle ne connaît elle-même aucun détail. Mais le flic ne lâche pas l'affaire, se penchant pour lui demander si elle ne cache vraiment rien. Yuto s'interpose, disant au gars d'arrêter de traiter la petite comme une suspecte. Are le prévient de ne pas entraver une enquête policière officielle. Yuto tient tête, disant à l'inspecteur de commencer à faire son putain de taf correctement au lieu de harceler des gosses. Ça touche un point sensible, et Are attrape Yuto par le col. C'est personnel pour lui. Son neveu a été tué par le culte, et il retient difficilement sa colère. Yuto reste silencieux, voyant la rage sincère dans les yeux du type. Un inspecteur plus expérimenté, Takeshi Kuroawa, intervient et dit à son partenaire de lâcher l'affaire. Are le lâche et salue son supérieur, essayant de reprendre contenance. Kuroawa est beaucoup plus amical, disant au jeune qu'il est juste soulagé qu'il soit sain et sauf. Il se présente comme étant celui qui gère officiellement l'affaire Exidra. Malgré ça, Are fait remarquer à quel point il est louche qu'un simple directeur adjoint ait pu repousser seuls 3 attaquants pro. Chica et Yuto échangent un regard tendu. Are lâche même l'idée que Yuto aurait pu passer une sorte d'accord avec les ravisseurs. Chica est horrifiée par cette accusation. Yuto leur dit d'arrêter de fouiner dans ce genre de conneries, et Are offre finalement de vagues excuses. Il dit qu'ils en ont fini pour aujourd'hui, mais précise bien qu'ils auront encore besoin de sa coopération. Yuto et Chica regardent les flics s'éloigner, mais la tension n'a pas disparu. Le soleil commence à se coucher sur le toit de l'orphelinat. Les gamins sont massés autour de la télé, regardant les dernières infos de Shibuya. Le reportage montre un mec péter un câble absolu au milieu de la foule. Les infos appellent ça une nouvelle drogue nommée Megatra, qui provoque une vague de crimes violents. Chica ne supporte plus de voir ça et attrape la télécommande. Elle dit à la plus jeune de ne pas l'éteindre, même si ça la met clairement mal à l'aise. Elle prétend que ça va, mais son visage dit tout le contraire. Le reportage mentionne que la police enquête sur les liens entre cette cam et Exidra. À l'écran, des citoyens en colère manifestent contre le groupe qui a causé tant de dégâts il y a 10 ans. Yuto dit à Chica qu'elle devrait juste zapper tout ce que racontent les flics et les infos. Mais c'est dur d'oublier quand les mecs qui t'ont agressé jurent qu'ils sont envoyés par ton daron. Elle baisse les yeux, écrasée par le poids de l'héritage familial. Les plus jeunes s'incrustent pour lui dire de retrouver le sourire, ajoutant que cette mine déprimée ne lui va pas du tout. Hiroto et les autres s'attroupent autour d'elle, refusant de la laisser ruminer. Ils lui promettent que quoi qu'il arrive, ils sont une famille, et ce sera à eux de la protéger la prochaine fois. Chica finit par craquer un sourire et les remercie. Elle les serre fort contre elle, laissant enfin couler quelques larmes de soulagement. Yuto regarde la scène avec le sourire, finissant par leur dire qu'il se fait tard et qu'il est l'heure d'aller pioter. Les gosses ont l'air beaucoup plus détendus en partant se coucher. Les gamins chambrent Yuto en disant qu'il est jaloux parce qu'ils ont pu faire un câlin à Chica. Il rougit à la vitesse de l'éclair. Une fois les gamins enfin endormis, Yuto et Chica s'assoient pour un moment de calme. Chica prend un air sérieux, lui annonçant qu'il faut qu'il parle d'un truc. Yuto écoute attentivement, se demandant ce qui lui trotte dans la tête. Elle demande s'il se souvient de toute la baston de tout à l'heure. Yuto avoue que sa mémoire a coupé à un certain stade. Il se souvient d'avoir pris un sale coup de ce type aux cheveux longs, Innie, et après, le trou noir. Chica dit qu'elle s'en doutait, ayant l'air encore plus inquiète qu'avant. Elle commence à se sentir coupable pour ce qui est en train de lui arriver. Elle ramène sur le tapis la transfusion sanguine qu'il a reçue il y a longtemps. Yuto est pris de court, essayant d'assimiler le lien. Il se revoit sur un lit d'hôpital, à 2 doigts de passer l'arme à gauche.
Chika était juste là, à ses côtés, quand il était au plus mal. Elle explique que, vu qu'il l'a protégé lors d'une attaque, ils ont utilisé son sang à elle pour le sauver. Yuto demande si elle pense vraiment que son corps mute à cause de son sang. Elle se rappelle de son daron parlant de « l'éveil », de l'humanité grâce à son sang. Le souvenir de cette silhouette et de ses yeux luisants la hante encore. Yuto répète ces mots, encaissant le poids de cette révélation. Chika avoue qu'elle est terrorisée depuis le début à l'idée de ce que son sang pourrait déclencher. Elle flippe que des gens puissent mourir ou se transformer en monstres par sa faute. Yuto n'en revient pas de ce qu'il entend. Dans l'ombre, le directeur écoute discrètement leur conversation. Il a l'air profondément troublé par ce qu'il entend. Chika continue, redoutant que la drogue qui ravage la ville soit fabriquée à partir de son sang. Le directeur reste silencieux, planqué dans l'embrasure de la porte. Yuto capte soudainement que quelqu'un les observe. Il jette un œil vers le couloir, mais le directeur s'est déjà éclipsé. Il met ça sur le compte de son imagination et demande si elle est vraiment sérieuse. Chika est persuadée qu'il y a un truc dangereux en elle. Yuto repense à ces gens qui deviennent ultra-violents et à comment ça pourrait remonter jusqu'à elle. Il se souvient de son propre éveil, où il se battait mu par un pur instinct animal. La cam Megatra provoque une flambée des crimes violents dans toute la ville. Tout a l'air de pointer vers la transfusion qu'il a reçue de Chika. Si la drogue est liée à elle, alors c'est encore plus personnel. Il serre le poing, résolu à les empêcher de foutre la vie de Chika en l'air davantage. Chika est surprise par l'intensité soudaine de son regard. Il jure de démolir tout ce qui se mettra en travers de sa route et lui dit de garder le sourire. Un lourd silence tombe entre eux après son coup d'éclat. Chika le taquine, demandant si c'était une déclaration. Il vire aussitôt au rouge pivoine. Elle rigole, lui disant qu'elle déconnait. Le lendemain matin, Yuto se prépare à plonger au cœur de Shibuya. Il sait qu'ils ne peuvent pas compter sur les flics pour gérer cette merde. Chika flippe que ce soit trop dangereux d'y aller seul, mais il promet de ne pas faire de dinguerie. Chika refuse de rester sagement en arrière, exigeant de l'accompagner à Shibuya. Elle le supplie, lui rappelant que cette histoire implique son sang et que c'est aussi son problème à elle. Yuto est tiraillé. Il a peur que ces trois salopards ne reviennent à l'orphelinat pendant qu'il n'est pas là. Il finit par céder, mais lui fait promettre de ne pas le lâcher d'une semelle. Le lendemain matin, le soleil brille sur les tours gigantesques de la ville. Yuto marche dans les rues avec Chika, qui porte un bonnet et des lunettes pour cacher son identité. Chika est mal à l'aise, ayant l'impression que son déguisement les fait encore plus remarquer. Elle se marre de voir Yuto jouer les gardes du corps, le trouvant désespérément maladroit dans ses efforts. Yuto la regarde, se disant qu'elle a toujours été aussi directe depuis qu'ils sont gosses. Il est complètement déstabilisé quand elle lui attrape le bras sans prévenir pour se coller à lui. Chika lui lance un regard radieux, kiffant visiblement ce moment avec lui malgré la galère. Yuto rougit et détourne la tête, sentant que les choses redeviennent enfin naturelles entre eux. Il continue d'avancer dans la ville, se dirigeant vers un coin plus isolé. Chika demande c'est quoi le plan, et Yuto explique qu'il attend une vieille connaissance. Takashiro Hayato déboule en courant vers eux, la main en l'air et le sourire aux lèvres. Hayato et Yuto se font un check, sous le regard médusé de Chika. Chika le reconnaît direct. C'est le gars de l'altercation ultra-violente de leur passé. Un flashback démarre, montrant la ruelle glauque où ils se sont tous les trois retrouvés pris dans une baston. La jeune Chika est à genoux, terrifiée de voir la violence exploser après la transfusion de Yuto. Dans le flashback, Hayato observe la scène, le visage en sueur et tordu par la rage. Les yeux de Yuto brillent d'une lumière inhumaine et flippante alors qu'il perd totalement le contrôle. Guidé par l'instinct, Yuto se jette sur Hayato avec une force et une vitesse dingue. Yuto lui colle une droite écrasante qui propulse Hayato en arrière. Hayato s'écrase contre le mur de la ruelle, totalement dépassé par cette explosion de puissance de Yuto. Yuto le cloue au sol, sa main ressemblant plus à une griffe déchiquetée qu'à un truc humain. Avec ses yeux luisants et son visage féroce, Yuto donne l'impression d'être prêt à tuer. De retour au présent, ils sont plantés dans la ruelle alors que Chika affronte la tension de leur passé. Chika hurle que c'est à cause d'Hayato que Yuto a fini en centre de détention pour mineurs. Elle a les larmes aux yeux et la rage au ventre en se souvenant de la galère que Yuto a traversée. À sa grande surprise, Hayato tombe direct à genoux et s'incline profondément pour s'excuser. Il hurle qu'il est sincèrement désolé pour tout ce qu'il leur a fait subir à l'époque. Yuto dit à Hayato d'arrêter ses conneries et de se relever, pendant que Chika ne pige plus rien. Yuto explique à Chika qu'Hayato s'était fait bourrer le crâne et manipulé par les mecs autour de lui. Hayato reste courbé, insistant sur le fait qu'avoir été manipulé n'excuse pas ses actes.
Yuto lui raconte que dès qu'Hayato a compris la vérité, il est venu s'excuser au centre de détention. Flashback au centre de détention où Hayato n'arrêtait pas de rendre visite à Yuto, ce qui a fini par en faire des potes. Yuto lance un sourire paisible à Shika, lui disant qu'il a déjà pardonné à Hayato. Shika regarde Yuto, scotché de voir à quel point les choses ont évolué sans qu'elle le sache. Hayato se lève et s'incline face à Shika, lui répétant ses excuses les plus sincères. Il lui dit qu'il voulait s'excuser auprès d'elle depuis des années, mais Yuto refusait jusqu'ici. Yuto l'avait recalé à l'époque, expliquant que Shika avait besoin de plus de temps pour digérer le trauma. Shika reste sans voix, réalisant à quel point Yuto a passé son temps à la protéger en douce. Shika regarde Yuto avec douceur, acceptant finalement son choix de refaire confiance à Hayato. Elle comprend que si Yuto est OK avec ça, elle ne laissera pas ses rancœurs bousiller leur mission. Les yeux violets d'Hayato brûlent d'une détermination féroce pour réparer la merde qu'il a causée des années plus tôt. Yuto le remercie, et le trio se prépare à avancer, formant une équipe plutôt inattendue. Yuto explique que la priorité numéro 1, c'est de choper les dealers derrière la nouvelle drogue suspecte. Hayato écoute gravement, surpris qu'ils aillent fourrer leur nez dans un truc aussi dangereux. Alors qu'ils s'enfoncent dans les ruelles de Shibuya, une ambiance glauque commence à les encercler. D'un coup, une bande de mecs patibulaires leur barre la route, les reluquant depuis les ombres. Yuto s'arrête net, plissant ses yeux ambrés en captant la menace immédiate. Les voyous encerclent vite le trio, bloquant toute chance de repli en douceur. Le chef des racailles pointe un doigt menaçant, les prévenant qu'ils ne passeront pas s'ils posent des questions sur le Mégadra. Yuto exige de savoir ce qu'ils savent sur la cam, captant qu'il vient de tomber sur la bonne piste. L'un des mecs suggère que s'ils veulent des infos, il ferait bien de préparer la monnaie. Le loupard aux lunettes de soleil jette un regard pervers à Shika, suggérant qu'il pourrait la prendre elle à la place de l'oseille. Yuto bouillonne de rage face à la menace envers Shika, et les prévient de ne pas lui chercher des noises. Avant que Yuto puisse agir, Hayato s'avance avec un rictus confiant, tendant le bras pour l'arrêter. Hayato dit à Yuto de lui laisser cette baston, visiblement pressé de prouver ce qu'il a dans le ventre. Les racailles éclatent de rire, se foutant de la gueule du gamin, qui se croit capable de tous se les faire. Le chef de bande, rendu furax par l'attitude arrogante d'Hayato, s'apprête à lui donner une leçon. Hayato ricane, balançant qu'il traîne dans les bastons depuis qu'il est gosse et que des connards dans leur genre n'ont aucune chance. Le voyou se jette sur lui avec un hurlement sauvage, la frustration lui faisant perdre la tête. Les mouvements d'Hayato sont imperceptibles alors qu'il esquive sans effort cette droite pataude et large. Il se paye la tête du type sur sa technique, notant qu'un coup aussi lent ne le toucherait jamais. Dans un bruit sec, Hayato lui colle une droite monumentale qui envoie le mec mordre la poussière. Hayato dégage un voyou d'un coup de pied comme s'il sortait les poubelles. Il fait un signe de la main pour inviter le reste de la bande à venir tenter leur chance. Vu qu'ils sont pétrifiés, Hayato décide de prendre les choses en main. Il réduit la distance et plante un poing lourd direct dans la mâchoire d'un des mecs. Il domine le type à terre et se moque de leur subite perte de confiance. L'un des voyous réussit à rester debout et sort un cran d'arrêt de sa manche. Hayato soupire juste et précise qu'il y a 3 types de mecs qu'il ne peut pas blairer. Le voyou zappe l'avertissement et bondit en avant avec sa lame. Hayato esquive le coup d'amateur les mains dans les poches. Puis il lui balance un coup de poing brutal dans le bide qui fait vaciller le gars. En voyant leurs potes se faire plier en deux, le reste de la bande essaie de se regrouper. Ils pigent que leur seul espoir, c'est de lui foncer dessus tous en même temps. 2 autres loupards chargent, les dents serrées en un grognement désespéré. Hayato ne bouge pas d'un cheveu, guettant l'instant parfait pour contrer. Il remarque que le nombre ne fait que créer plus d'angles morts dont il peut profiter. Avant que le type puisse cligner des yeux, Hayato lui agrippe fermement la gueule. Il explique que dans ce genre de baston, tout n'est qu'une question de placement. Il se sert d'un voyou comme bouclier et le fracasse contre un autre attaquant. Hayato lâche un sourire carnassier en savourant le bordel ambiant. Les voyous le fixent comme s'il était un pur psychopathe. Ces lâches comprennent qu'ils ne pourront pas se faire le blondinet et décident de viser Shika à la place. Shika les voit débouler et se tétanise derrière son déguisement. La meute fonce droit sur la fille, pensant que c'est une cible facile. Yuto s'interpose devant elle et lui dit de reculer. Yuto décoche une patate phénoménale qui envoie un mec voler dans les airs. Le type s'écrase sur le trottoir et glisse sur plusieurs mètres. Les yeux de Yuto brillent d'un ambre perçant alors qu'il jure de protéger Shika. Les racailles captent qu'ils viennent de tomber sur un deuxième monstre. Un mec s'arrête net et lève les mains en l'air. Il implore la pitié, faisant genre de se rendre juste pour que Yuto baisse sa garde. Mais dès que Yuto regarde ailleurs, le visage du type se tord en un rictus.
Il sort un couteau planqué et vise la gorge de Yuto. Yuto réagit de justesse, mais la lame l'entaille quand même au bras. Hayato capte l'éclair de sang et son visage change du tout au tout. Yuto grogne alors que le sang commence à imbiber sa manche. Chika accourt vers lui, hurlant son nom, paniqué. Hayato fusille du regard le mec au couteau, sa voix tombant dans un grognement glacial. Il déclare que les gens qu'il déteste le plus au monde, ce sont les menteurs. Il déclenche un coup de pied qui percute avec un bruit écœurant. Les derniers sbires voient leurs potes se faire plier et décident qu'il est temps de se barrer. Yuto les regarde déguerpir, le regard froid et focalisé. Le voyou hurle de terreur en réalisant à quel point il est dans la merde. Yuto lui balance une dernière droite, se foutant de sa gueule d'essayer de fuir une baston qu'il a lui-même déclenchée. Lui et Hayato échangent un petit sourire, content que l'échauffement soit enfin terminé. La violence s'arrête enfin alors que la ruelle redevient silencieuse. Toute la bande est forcée de se mettre à genoux, totalement à la merci du trio. Yuto va droit au but et exige de tout savoir sur la cam Megatra. Le boss essaie de faire l'innocent, mais la pression de Yuto le force à lâcher le nom d'un certain Xeno. Le nom flotte dans l'air, totalement inconnu au bataillon pour Yuto. Les voyous jurent qu'ils n'ont jamais vu sa gueule, juste que c'est le seul et unique dealer de cette cam. Il paraît que ce Xeno est un monstre absolu qui a déjà décimé 50 types à lui tout seul. Le groupe reste silencieux en comprenant l'ampleur de la menace qu'ils affrontent. Le voyou terrorisé continue, relayant un avertissement flippant laissé par le dealer. Xeno affirme que très bientôt, la moindre petite chose dans la ville de Shibuya va changer. Yuto répète la phrase, un sentiment d'effroi s'installant alors qu'il réalise que ce n'est que le début. Yuto réfléchit à l'avertissement qu'il vient d'entendre. Tout dans cette ville est sur le point de changer. Ils se tiennent au-dessus des voyous dans la ruelle calme. Yuto demande s'il y a autre chose qu'ils savent. Le boss supplie, jurant qu'il a tout déballé. Hayato ne pense pas qu'ils tireront quoi que ce soit de plus de ces types. Il demande à Yuto c'est quoi la suite. Yuto décide de les laisser partir. Il dit aux voyous de dégager, et il décampe aussi vite que possible. En marchant, Yuto demande s'ils pensent vraiment que Xeno bosse avec Exidra. Il se dit que c'est leur seule vraie piste. Ils doivent faire vite et écraser l'organisation. Un gros plan montre le sang imbibant la manche de la veste de Yuto. Chika le remarque et accourt, inquiète pour son bras. Il lui répond que ce n'est qu'une égratignure. Elle n'y croit pas une seconde, exigeant qu'il trouve un coin pour le soigner dans la minute. Hayato dit que son resto n'est pas loin et qu'ils peuvent le rafistoler là-bas. Yuto essaie plutôt de rester concentré sur la mission. Chika lui hurle d'arrêter d'être aussi têtu. Yuto finit par capituler. Hayato se marre, le vannant d'être un gros canard. Yuto lui dit de la fermer. Le soleil cogne sur les buildings de Shibuya. Le trio se dirige ensemble vers le restaurant. Ils passent devant des types louches planqués dans l'ombre. Une baston de rue éclate juste à côté d'eux pendant qu'ils passent. Hayato se demande si l'explosion soudaine de violence vient de cette nouvelle cam, Megatra. Chika se demande si les flics foutent au moins quelque chose face à ce bordel. Hayato lui explique que pour l'instant, la cam ne viole techniquement aucune loi. Yuto trouve cette faille super frustrante. Chika comprend que c'est à eux d'arrêter Exidra avant que ça ne dégénère. Ils arrivent devant un bâtiment au style japonais traditionnel. Hayato les mène vers l'entrée, leur disant de ne pas faire les timides même s'ils ne sont pas encore ouverts. Yuto est sur le cul de découvrir qu'Hayato gère vraiment ce genre d'endroit. Hayato admet que c'est un peu dur à croire. Une main fait coulisser la porte dans un claquement sec. Hayato crie qu'il est rentré alors qu'ils mettent un pied dans le resto vide. Il regarde derrière le comptoir, se demandant où est passée sa sœur. Il est saoulé qu'elle ne soit pas restée garder la boutique comme il lui avait dit. Soudain, une fille avec 2 chignons blonds et un tatouage de papillon surgit. C'est Yuki, la petite sœur d'Hayato. Elle fonce sur Yuto et le plaque pour lui faire un câlin monumental. Hayato essaie d'attirer son attention, mais Yuki n'a d'yeux que pour son invité. Elle lui fait un sourire radieux, trop refaite qu'il soit enfin venu la voir. Chika mate sa tenue hyper courte, pendant que Yuto remarque qu'elle est toujours aussi pile électrique. Hayato l'engueule de porter ses fringues de taf dans le resto. Chika ne pige pas bien de quel genre de taf il parle. Yuki braque un regard froid et glacial sur Chika. Elle insulte la fille, la traitant de petite ratée. Yuki se présente, expliquant que son boulot consiste à défoncer des vieux pervers dans un club pour adultes. Un gros plan montre sa main se diriger vers le bras blessé de Yuto. Elle s'agrippe à lui et annonce avec le smile qu'elle est aussi sa fiancée. Yuto est complètement pris au dépourvu, virant au rouge brique sous le choc. La main de Yuki appuie pile sur sa plaie ouverte.
Yuki pète un câble en voyant l'état du bras de Yuto. Il essaie de faire le mec cool, mais elle ne lâche pas le morceau. Elle le tire par le bras, exigeant qu'il la suive tout de suite. Elle lui décoche un sourire éclatant, jurant qu'elle va le remettre à neuf. Yuto s'assoit, l'air complètement vidé par l'énergie chaotique de la meuf. Yuki ordonne à son frère d'aller chercher la trousse de secours. Hayato s'exécute en 4e vitesse. Hayato vanne Yuto sur le fait qu'il est vraiment soumis. Yuto le traite d'abruti, jurant qu'il accepte ça uniquement pour les besoins de la mission. Yuki hurle sur son frère pour qu'il se magne. Hayato soupire, se disant que son pote est clairement sous emprise. Une trousse de secours ouverte est posée sur la table, blindée de matos médical. Un gros plan montre Yuki nouant un pansement blanc immaculé avec un geste pro autour du bras de Yuto. Elle termine avec un air satisfait, lui annonçant que le job est fait. Yuki rigole, mentionnant qu'elle a pas mal d'expérience pour rafistoler les gens. Yuto est limite trop flippée pour lui demander pourquoi elle y est si habituée. Son humeur vrille direct alors qu'elle annonce qu'elle ne supporte pas qu'on lève le petit doigt sur Yuto. Elle lance un regard empoisonné à Shika, lui rejetant la faute de la blessure de Yuto. Shika demande si la fille la déteste. Hayato essaie de s'excuser, expliquant que sa sœur la voit ni plus ni moins comme une ennemie. Hayato chuchote qu'elle est vue comme une rivale amoureuse. Shika vire au rouge vif, bafouillant que sa relation avec Yuto n'est pas du tout comme ça. Yuto coupe court au drama, demandant à Yuki si elle a des infos sur ce type, Xeno. L'expression de Yuki devient sérieuse. Elle dit qu'elle a déjà entendu des clients lâcher ce nom. Elle explique qu'on raconte que Xeno serait le grand patron derrière cette nouvelle drogue, le Megatra. Yuto demande si elle sait où le trouver. Elle n'en est pas sûre à 100%, mais elle a entendu parler d'un bar louche appelé Death Valley. Yuto se lève d'un bond et lui demande de les y emmener tout de suite. Il est persuadé que ce mec est une grosse pointure d'Exidra. Yuki avoue qu'elle a entendu les rumeurs sur le grand retour de l'organisation. Elle s'approche pour confronter Shika directement. Yuki met les points sur les i. Elle veut bien aider Yuto, mais elle ne le fait absolument pas pour les beaux yeux de Shika. Elle domine Shika, son regard froid et intimidant. Yuki annonce cash à Shika qu'elle reste ici. Shika est prise de court par cet ordre sorti de nulle part. Yuki lui demande si elle compte faire tuer Yuto cette fois. Shika essaie de se défendre, mais l'autre l'ignore royalement. Elle la traite de calamité ambulante et de boulet, refusant catégoriquement de la prendre avec eux, même si Yuto le demande. Shika n'ose même pas relever la tête quand la leçon de morale commence. Yuki ne prend pas de gants, l'accusant d'être la source de toutes les emmerdes dans lesquelles Yuto se retrouve. Elle se penche vers elle, précisant bien qu'elle n'a pas la moindre intention de traîner un « boulet » dans leur mission. Yuto finit par l'ouvrir, essayant de la calmer. Les mots ont clairement touché juste, laissant Shika dans un silence hébété. Hayato dit à sa sœur que ça suffit, mais elle se contente de ricaner, disant qu'elle est juste franche. Yuto n'y croit pas une seconde, lui rappelant que sa franchise n'est qu'un avis biaisé. Étonnamment, Shika donne raison à la blonde, avouant que chaque mot dur qu'elle a sorti était la pure vérité. Mais elle ne se démonte pas. Elle tend le bras et agrippe celui de Yuki. Avec un feu nouveau dans les yeux, Shika lui annonce qu'elle a ses propres raisons d'être là. Yuki la fixe, n'étant pas du tout impressionnée par cette tirade larmoyante. Elle repousse les mains de Shika, refusant d'écouter d'autres excuses à la con. La tension dans le resto est à son comble pendant qu'Hayato essaie encore d'intervenir. Yuki continue de brailler, balançant à la meuf qu'elle refile juste ses propres emmerdes sur les épaules de Yuto. Yuto reste zen, admettant que même si ses raisons sont égoïstes, elles n'en sont pas moins valables. Shika tient bon, fixant Yuki dans les yeux et répétant qu'elle ne restera pas à la touche. Ce cran soudain prend la fille agressive au dépourvu. Shika fait un pas en avant, brisant la distance entre elles. Elle lâche une bombe, leur disant que son existence a de la valeur pour Exidra et qu'elle est prête à servir d'appât. Même une meuf aussi cramée que Yuki en reste sans voix face à ce niveau de désespoir. Elle détourne le regard en soufflant, sa fierté l'empêchant d'avouer qu'elle est impressionnée. Shika lâche un petit sourire crispé, mais Yuki l'avertit qu'elle n'aura pas la moindre pitié s'il lui arrive une couille. Finalement, Yuki a un sourire en coin, balançant à la fille que si elle est si motivée que ça, elle va leur montrer le chemin. Ils s'aventurent dans la ville, en route vers la prochaine étape de leur enquête. Ils arrivent devant un endroit qui porte vraiment bien son nom, Death Valley. Yuto passe devant, l'œil sur ses gardes alors qu'il s'approche de l'entrée. Hayato arrête Shika une dernière fois, la suppliant de ne pas faire de conneries une fois à l'intérieur. Les lourdes portes s'ouvrent, et ils pénètrent dans la pénombre du bar. Le groupe se ferait un chemin dans la pièce bondée, sentant que tous les regards convergent vers eux.
C'est le genre de taudis où même les habitués ont l'air de chercher un prétexte pour déclencher une baston. Des mecs au regard froid sont assis au comptoir, faisant clairement partie de la pègre locale. Hayato murmure que ces gars sont d'un tout autre calibre que les racailles de rue qu'ils ont croisés avant. Derrière le comptoir, une paire de mains essuie calmement un verre. Une barmaid à l'allure très pro les observe avec un sourire poli mais complètement creux. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Chika fonce droit vers le comptoir. Elle ne perd pas de temps, demandant à la nana derrière le bar où elle peut trouver une drogue appelée Megatra. Le sourire de la barmaid vacille un quart de seconde quand le nom est lâché. Un silence de mort s'abat soudain sur tout le bar quand le mot résonne dans l'air. Les gros bras dans les coins commencent à s'agiter, flairant la merde. Yuto surveille la scène de près, prêt à bouger au premier signe d'embrouille. La femme se penche, son masque amical laissant place à un truc bien plus menaçant en disant à Chika de dégager. Mais Chika n'en a pas fini, demandant s'il y a un type dans ce trou, Ara qui répond au nom de Xeno. À l'intérieur du bar, la foule est bourrée de mecs que tu n'aimerais vraiment pas croiser dans une ruelle sombre. Quelqu'un au pas lourd traverse la pièce, chaque bruit de botte résonnant avec autorité. Chika le repère et se fige, persuadé que ce géant baraqué est le légendaire Xeno qu'il recherche. Yuto plisse les yeux, verrouillant sa cible avec une concentration de prédateur. Le type mastoc s'arrête pour se gratter la tête, n'ayant aucune idée qu'il vient d'être catalogué comme le baron du Megatra. Les voyous du coin baissent rapidement la tête, prouvant à quel point ce mec inspire la terreur dans la pègre de Shibuya. De près, il est encore plus flippant, avec son anneau dans le nez et son regard froid et vide. Yuto ne s'embarrasse pas de politesse, lui demande en cash si c'est lui qui refourgue la nouvelle cam. Le reste du bar devient muet, toutes les raclures du coin se tournant pour mater l'embrouille. Le dealer lâche un sourire en coin, n'étant même pas perturbé par une bande de gamins qui jouent les durs. Il change d'appui, dévoilant délibérément un tatouage d'ADN sombre sur son épaule. Chika a le souffle coupé. C'est le logo d'Exidra, la marque de fabrique de l'organisation qui terrorise la ville. La vue de cette marque rend la situation bien plus tendue qu'une simple descente pour Cam. C'est le même symbole que les infos relient à la récente vague d'attaque des « berserkers » dans tout Shibuya. Le dealer les écrase de sa taille, son visage passant d'amusé à carrément saoulé. Il rigole, leur demandant s'ils ne sont pas juste venus chercher leur dose comme tout le monde. Les yeux de Yuto se mettent à luire d'un éclat tranchant et doré alors qu'il est à bout de patience. Le dealer essaie de finir sa vanne, mais l'atmosphère de la pièce devient soudainement beaucoup plus étouffante. Avec un sourire glaçant, Yuto annonce la couleur. Ils ne sont pas venus acheter, ils sont venus démanteler Exidra. Le gros n'arrive pas à se retenir de rire, trouvant que ces gosses sont complètement à la masse. Mais avant qu'il ne puisse finir sa blague, le bar entier s'embrase. L'un des gorilles du dealer s'avance en se craquant les phalanges, pressé de donner une bonne leçon à ses touristes. Un autre sort un cran d'arrêt, marmonnant que ces gamins cherchent vraiment la mort en venant ici. En un éclair, tout le bar se transforme en champ de bataille géant, alors que les loupards fondent sur eux de tous les côtés. Hayato lâche un rictus, trop refait d'en finir avec les mots pour enfin distribuer des tartes. Yuki s'y met aussi, dégainant sa matraque électrique avec un regard sadique qui hurle qu'elle va savourer chaque minute de ce carnage. Les racailles les encerclent, persuadés que l'avantage du nombre leur donne la victoire. Mais ils n'ont clairement pas pigé à qui ils avaient affaire quand Yuto foudroie du regard le premier assaillant. Le rire de Yuki résonne dans le bar alors qu'elle annonce que ces types ont l'air marrants à briser. Les deux se tiennent dos à dos, prêts à tracer un putain de chemin à travers la meute. D'autres piliers de comptoir fuient dans les coins, refusant de se retrouver pris entre deux feux dans cette boucherie. Depuis son comptoir, la barmaid observe le bordel se déployer avec une indifférence froide et rodée. Le dealer claque des doigts, donnant le feu vert à ses mecs de nettoyer le sol avec eux. Une vague de voyous charge, espérant écraser le petit groupe par la force brute. Une lame siffle vers Yuto, mais il n'est déjà plus là, esquivant le coup avec une vitesse irréelle. Il riposte par un direct destructeur qui expédie son agresseur volé dans une table. Ses mouvements sont une putain de tempête de précision et de force, prouvant qu'il ne joue pas du tout dans la même cour que ses pingues de gouttière. De l'autre côté de la pièce, Hayato tient largement la baraque, collant un coup monstrueux à un sbire qui fonçait sur lui. Il pousse un hurlement en fracassant un autre mec au sol, totalement drogué à l'adrénaline de la baston. Un des loupards se fout de la gueule de Yuki, lui demandant ce qu'elle compte faire avec son petit bâton en plastique. Son sourire s'élargit encore plus quand elle lui propose une petite démo privée pour voir comment ça marche. Elle abat la matraque dans un crépitement électrique, cueillant le type en pleine côte. Yuki le mate avec un sourire sadique, pendant que le voyou qu'elle vient d'électrocuter lâche un cri à glacer le sang. Juste à côté, Yuto ne laisse aucun répit à ses adversaires,
explosant la gueule d'un gorille d'une droite lourde. Mais il y a un truc louche chez ces mecs. Ce ne sont pas des racailles ordinaires. Yuto le sent dans leur frappe, ce sont des combattants entraînés, et ils commencent à se synchroniser. Le dealer d'Exidra observe ça de loin, pas le moins du monde impressionné par la résistance des gamins face à ces hommes. Il se fait craquer la nuque, décidant qu'il a vu assez de conneries et qu'il est temps pour lui d'entrer en piste. La montagne de muscles se dresse face à eux, son charisme suffisant pour faire décamper n'importe qui. Yuto et sa clique tiennent bon, même si le gabarit de leur adversaire fait clairement flipper. Hayato ouvre le bal, balançant un direct désespéré à la vitesse de l'éclair avec tout ce qu'il a dans le ventre. Le point heurte pile le bide du dealer, mais c'est comme frapper un mur de béton. Le dealer ne scie pas d'un poil, regardant le gamin avec un mélange de pitié et d'agacement. D'un simple mouvement de poignet, le dealer riposte avec un coup qui fait l'effet d'un putain de train en pleine poire. Hayato vole en arrière, le souffle complètement coupé sous le regard terrifié de Chika. Le dealer ne s'arrête pas là, balançant son bras colossal dans un grand arc de cercle pour faire le ménage. Son coup désintègre une table toute proche, envoyant voler de gros morceaux de bois acérés partout. Un énorme débris fuse à toute vitesse, fonçant droit sur Chika qui est recroquevillé par terre. Yuto hurle son nom, ses yeux dorés écarquillés par la terreur, en pigeant qu'il est trop loin pour la sauver. Chika se prépare à l'impact, serrant fort les yeux alors que l'ombre du débris s'abat sur elle. Un léger tintement résonne quand le collier de la barmaid accroche la lumière, traversant la pièce à la vitesse de l'éclair. Avant que le bois ne la touche, la barmaid se plante devant elle, rattrapant sans effort le plateau qui a dévié le coup. Yuto se fige, abasourdi en réalisant qu'une simple barmaid vient de se déplacer à une vitesse inhumaine et prodigieuse. Le dealer s'en fout royalement, reportant son regard sur Yuto avec un rictus de prédateur. Il se fout d'eux, leur demandant s'ils pensaient vraiment pouvoir faire tomber une orga comme Exidra avec une attaque aussi minable. La mâchoire de Yuto se crispe, déterminé comme jamais. Il ne va pas laisser cette enflure s'en tirer. Il repart à la charge, ignorant la douleur et mettant chaque putain d'once de sa force dans cette frappe. Son poing s'enfonce au plus profond des tripes du dealer, mais le mec se contente de sourire, son corps encaissant le choc sans broncher. Le dealer riposte avec un direct féroce sur le côté de la tête de Yuto, la violence du coup est limite assourdissante. Yuto est projeté à l'autre bout de la pièce, la vision trouble alors que Yuki pousse un cri d'effroi. Le dealer reste impassible, les vannant sur leur nullité absolue lors d'un vrai combat. Hayato se redresse péniblement et glisse un plan à l'oreille de Yuto, un pari risqué pour exploiter la moindre faiblesse. Hayato se met soudainement à brailler, décidant de commencer par cramer le gros porc. Ce mot percute le dealer comme un uppercut, son visage virant au pourpre et les veines prêtes à exploser. Il pousse un hurlement de rage, les lattes du plancher gémissant sous son poids pendant qu'il prépare sa charge. Hayato continue de l'allumer, enfonçant le clou sur le côté « gros porc » pour focaliser la haine du géant uniquement sur lui. C'est une distraction en or, poussant le dealer dans une charge frontale et aveugle qui le laisse complètement à découvert. Le dealer beugle, les traitant de rats d'égout tout en frappant dans le vide à l'endroit où ils étaient juste avant. Yuto et Hayato jouent leur partition à la perfection, glissant autour de son énorme carcasse comme des ombres. La rage du dealer grimpe en flèche quand il réalise qu'il n'arrive pas à caler un seul bon coup sur ses ados insaisissables. Alors que le dealer arme un autre swing, Hayato lance le signal pour la phase finale de l'opération, Yuki. Yuki sort de l'ombre, sa matraque électrique grésillant sous la pression d'une putain d'énergie. Le dealer essaie de rétorquer qu'il est une bête de muscles et pas un gros porc, mais ses mots sont coupés net alors qu'il perd l'équilibre. D'un coup de bouton, Yuki lui enfonce la matraque dans le flanc, libérant une décharge à très haute tension. Le dealer d'Exidra pousse un rugissement de douleur colossale quand l'arme de Yuki envoie des milliers de volts griller son corps. Yuki affiche un sourire narquois en se tournant vers les garçons, balançant que le choc a dû faire fondre pas mal de ses graisses. Le dealer s'écroule à genoux, son corps immense fumant à cause du jus, alors que Yuto prépare le coup de grâce. Yuto lui balance un uppercut atomique qui envoie le type dans le décor, lui hurlant d'arrêter de refourguer de la cam et de devenir un mec dont il puisse être fier. Le dealer s'écrase sur le sol dans un bruit sourd, enfin dans les vapes et mis KO par le trio improbable. Yuto et Hayato dominent leur adversaire à terre, la respiration saccadée pendant que l'adrénaline redescend. Les autres clients du bar se sont soit barrés, soit planqués dans l'ombre, pétrifiés par la puissance qu'ils viennent de voir. Yuto se penche sur le dealer, exigeant qu'il se mette à cracher le morceau et révèle où se planque Exidra. Le dealer gémit, son arrogance a totalement disparu et il jure qu'il ne connaît rien des grosses huiles de l'organisation. Soudain, Chika appelle Yuto, la voix tremblante face à une réalisation qui fiche tout le monde sur place.
Elle pointe du doigt la barmaid qui l'a sauvée, affirmant que le dealer qu'ils viennent de sécher n'est pas le vrai Xeno. La barmaid reste d'un calme olympien derrière le comptoir, ses yeux d'un bleu polaire les fixant avec un regard indéchiffrable et narquois. Hayato et Yuki sont sur le cul, incapables de gober que la meuf qui avait l'air d'un banal membre du staff soit en fait leur cible. Chika explique qu'elle vient de se rappeler l'avoir rencontré il y a un bail, confirmant que cette barmaid est bel et bien Xeno. La barmaid offre un sourire doux et énigmatique, rompant enfin le silence en saluant Chika après toutes ces années. Les yeux dorés de Yuto se plissent en encaissant la nouvelle, captant que le vrai boss de fin vient à peine d'être révélé. Xeno salue Chika avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, jouant la carte des vieilles copines. Yuto est complètement largué par le côté chill de la meuf. Il ne peut pas croire qu'il est enfin face à la tête pensante de ce bordel. Xeno s'avance, son escorte rapprochée lui collant au train. Hayato commence à avoir des sueurs froides, réalisant que cette nana est d'un tout autre niveau que les types qu'ils ont croisés. Le groupe observe en silence Xeno s'arrêter pile devant eux. L'énorme dealer de tout à l'heure n'est plus qu'un tas de viande au sol. Xeno le traite de vulgaire doublure. Elle avoue préférer rester dans l'ombre, laissant les autres prendre les balles pendant qu'elle tire les ficelles. Elle note qu'ils sont les premiers à avoir été assez loin pour venir la confronter. Xeno a l'air sincèrement curieuse de savoir comment ils ont fait pour remonter jusqu'à elle. Chika désigne la pierre lumineuse au cou de Xeno, demandant si c'est la même que portait sa mère. Xeno baisse les yeux sur le pendentif, le visage totalement neutre. Un petit sourire glacial s'étire sur ses lèvres en réalisant que la gamine n'a rien oublié. « Alors tu te souviens ?» lâche-t-elle, la voix dégoulinante de fausses félicitations. Chika lui demande si elle était la meilleure amie de sa mère, morte d'envie d'avoir une réponse. Tout le monde est sur le cul. Personne ne s'attendait à ce que Chika ait un lien perso avec l'ennemi. Xeno balaie le passé d'un revers de la main, leur rappelant qu'ils ont mis les pieds en plein dans la fosse aux lions. Yuto se plante devant Chika en mode bouclier, exigeant de savoir pourquoi il noie la ville de Kam. Xeno se braque, affirmant que leur noble cause est à des années-lumière de ce qu'il peut piger. Yuto ne marche pas. Il sait qu'ils ont juste l'intention d'utiliser Chika pour un truc immonde. Xeno rigole à l'idée de s'en servir. Elle déclare qu'ils vont en fait la libérer. Yuto est paumé. Il ne voit pas en quoi bosser pour un syndicat du crime, c'est être libre. Xeno annonce qu'il est temps d'éveiller le potentiel que Chika a hérité de sa daronne, Maya. Elle raconte que Maya était une surdouée qui aurait pu révolutionner le monde si elle n'avait pas été aussi faible. Le monde de Chika s'effondre. Son père lui a toujours dit que sa mère était morte d'une maladie. Xeno n'en a rien à carrer de ses sentiments. Elle dit juste que Maya a eu ce qu'une traîtresse mérite. Chika reste sans voix, le cerveau en compote alors qu'elle réalise que toute sa vie n'est peut-être qu'un putain de mensonge. Yuto lui dit de ne pas croire un mot de ce qu'elle bave. Il sait que Xeno essaie juste de la manipuler. Xeno insiste, prétendant connaître Chika bien mieux que Yuto ne le fera jamais. Yuto exige qu'elle crache le morceau sur ce que « libérer » veut dire. Elle l'envoie chier, lui disant que ça ne le regarde de toute façon pas. Yuto s'enflamme, les accusant de prendre les gens pour de simples outils. Il la fixe avec une détermination de dingue, jurant que quiconque ruinera l'avenir de Chika aura affaire à lui. Le regard de Xeno se glace. Elle a sa dose de ses discours. Elle donne le signal, et ses sbires s'apprêtent à fondre sur eux. Elle leur annonce qu'ils peuvent crever ici. Xeno regarde la scène avec un air blasé pendant que ses chiens de garde encerclent le groupe. Yuto se prépare à la baston, même s'il sait qu'il est complètement en sous-nombre. D'un coup, un de ses mecs se penche et lui murmure un truc à l'oreille. Xeno a l'air surprise l'espace d'une demi-seconde, puis remet son masque. Elle lâche un autre sourire malsain et leur annonce que c'est leur jour de chance. Elle décide de les laisser filer pour cette fois, mais les prévient de ne jamais remettre les pieds en ville s'ils tiennent à la vie. Xeno tourne les talons et se casse, plantant Yuto et Chika là, sous le choc. Yuto ne compte pas la laisser se barrer sans avoir craché le morceau. Il hurle à Xeno d'attendre. Soudain, une main massive s'écrase sur son épaule, le clouant sur place. Un sbire décidera le foudroie du regard, lui disant de ne pas faire de conneries. Yuto est paralysé. Il n'a même pas vu l'armoire à glace bouger. Avant même de pouvoir cligner des yeux, le mec frappe avec une vitesse et une puissance irréelles. Yuto lâche un grognement, sec alors qu'il est envoyé bouffer le sol. Il est plaqué par terre dans la seconde, complètement à la merci de ce monstre. Yuki hurle son nom, le visage tordu d'inquiétude et de rage. Hayato la retient, lui disant de ne pas bouger parce que ses gars sont d'un autre niveau. Xeno ne prend même pas la peine de se retourner. Elle est déjà passée à l'étape suivante de son plan. Yuto, au sol, n'a plus qu'à regarder, les dents serrées de frustration pure.
Xeno s'arrête pile devant Chika, décidant de lui lâcher une dernière bombe. Chika est pétrifiée pendant que la leaduse blonde la surplombe. Un silence de mort tombe dans la pièce quand Xeno se penche pour lui chuchoter un secret. Quoi qu'elle dise, c'est clairement réservé uniquement aux oreilles de Chika. Chika encaisse le choc de plein fouet pendant que les mots font leur effet. Xeno se redresse avec un sourire glaçant, lui rappelant que la nuit d'Halloween va tout changer. Chika reste plantée là, amorphe, incapable de bouger ou de parler. Les chiens de garde d'Exidra suivent leur boss vers la sortie, laissant le groupe seul dans le bar désert. Leur commandant balance l'ordre final de repli, et la zone est clean en quelques secondes. Pendant un bref instant, le repère plonge dans un silence de tombeau. Cette putain de paix est brisée quand l'équipe de flics défonce la porte. Ils envahissent la pièce, flingue au poing, hurlant à tout le monde de se mettre au sol. Takeshi Kuroiwa entre en scène, pigeant que les gros poissons qu'il traquait se sont déjà fait la malle. Yuto essaie de se relever pour protéger Chika, mais les flics n'ont pas envie de discuter. Kantaro arrête le plaque au sol, lui disant d'écraser et de la fermer. Au milieu de ce bordel, Chika tourne encore les mots murmurés en boucle dans sa tête. La voix de Xeno résonne, lui annonçant que sa mère est encore en vie et bosse pour Exidra. Chika ne peut pas y croire. Ça fait des années qu'elle chiale une femme qui est peut-être encore dans la nature. L'idée que sa propre mère fasse partie d'une organisation terroriste pareille, c'est un pur cauchemar. Kantaro remarque son air paumé et lui demande si elle essaie de lui dire un truc. Chika ferme sa gueule, sachant très bien qu'elle ne peut pas faire confiance aux flics pour ce genre d'infos. Dehors, les néons de Shibuya continuent de clignoter, aveugles à la violence qui grouille dans l'ombre. Des ombres suspectes commencent à s'amasser dans les ruelles, attendant le go pour lancer l'opération. La flicaille est de sortie en masse ce soir, essayant de maintenir un semblant d'ordre dans les rues. De retour au bar, Yuto et les autres sont encerclés pour un interrogatoire en règle. Takeshi demande à Yuto ce qu'il foutait ici tout seul comme un grand à jouer les héros. Yuto baisse la tête, avouant qu'il voulait juste passer un marché pour protéger Chika. Kantaro n'en a rien à cirer. Il l'allume pour avoir foutu le bordel dans une enquête officielle. Takeshi doit s'interposer pour éviter que les deux n'en viennent aux mains. Il braque son attention sur Chika, lui demandant de confirmer qu'elle est bien liée à la tête d'Exidra. Chika hésite un instant avant de finir par hocher la tête. Takeshi Kuroiwa capte que Chika a l'air complètement sonné et lui demande si Xeno lui a lâché un truc précis. Chika a des sueurs froides, mentant et affirmant que Xeno lui a juste dit qu'il était inutile de fuir. Le vieux flic la fixe pendant un long moment, le silence dans le bar devenant pesant. Il lui sort une théorie comme quoi les yeux dévient vers la gauche quand on ment instinctivement. Chika est prise de court, son souffle se coupant pendant que Takeshi scrute la moindre de ses réactions. D'un coup, le flic éclate de rire, balayant ça d'un revers de main comme un banal truc de psy. Son expression redevient illico un masque froid et professionnel, alors qu'il précise que l'expérience lui a appris à repérer un mytho. Il se penche vers elle, exigeant qu'elle lâche enfin la vérité sur son rôle dans le gang. Chika la ferme, le poids du secret de Xeno la broyant de l'intérieur. Elle n'arrive presque pas à sortir un mot, alors que la pression de l'interrogatoire monte d'un cran. Yuki n'en peut plus et hurle sur le plus jeune des flics, qualifiant son interrogatoire de « sérieusement casse-couille ». Elle vient se planter à 2 centimètres du visage de Kantaro, l'accusant de harcèlement et de violer leur vie privée en les cuisinant comme des criminels. Yuki est furax, les poings serrés alors qu'elle déverse sa haine sur les autorités. Kantaro ne recule pas, la traitant cache d'idiote et lui intimant de boucler sa gueule. Chika observe la scène d'un regard vide, le chaos de la pièce lui semblant à des années-lumière pendant que son cerveau mouline. Yuto s'avance, le regard désespéré, suppliant les flics de croire que Chika n'a rien à foutre avec Exidra. Kantaro arrête le rempart, demandant pourquoi les criminels ont dit expressément « venir la récupérer » si elle n'est qu'une touriste dans l'histoire. Il leur rafraîchit la mémoire sur la dernière attaque où des gros bonnets d'Exidra traitaient Chika comme leur chose. Yuto tient bon, balançant qu'ils ont été obligés d'enquêter de leur côté parce que la police a lamentablement merdé pour stopper Exidra. Hayato monte au créneau, accusant les flics de s'être tourné les pouces pendant que la ville partait en vrille. Hors de lui, Kantaro bondit et attrape Hayato par le col, la tension atteignant le point de rupture. Hayato ne bronche pas, le fusillant du regard et demandant si Kantaro mérite seulement de porter l'insigne. Il exige de savoir à quoi sert un flic s'il refuse de protéger des innocents du danger. Kantaro ricane, lâchement Hayato que leur job c'est de protéger les honnêtes citoyens, pas les raclures de leur espèce. Takeshi doit encore une fois intervenir pour stopper l'embrouille, essayant de ramener un peu de calme. Il lâche une vraie bombe, balançant au groupe qu'ils ont des infos prouvant qu'Exidra prépare un énorme coup. Chika n'écoute qu'à moitié,
l'esprit emprisonné dans le souvenir de ce murmure glacial de la bosse blonde. Le visage froid et moqueur de Xeno squatte ses pensées pendant qu'elle repense à la prophétie de la nuit d'Halloween. Takeshi se retourne une dernière fois vers Chika, lui demandant si elle est sûre et certaine de ne rien savoir d'autre. Chika hésite un quart de seconde avant de le regarder droit dans les yeux pour lui mentir à nouveau, jurant qu'il n'y a rien. Le vieux loup accepte sa version pour le moment, mais l'avertit qu'elle n'a un passe-droit que pour aujourd'hui. Quand Taro les mate se casser, le regard lourd de soupçon braqué sur Chika. Dehors, le ciel de Shibuya est lourd de menaces alors que le groupe se réunit enfin sur le trottoir. Yuki fume encore de rage, crachant toute la haine qu'elle voue à ces flics arrogants. Il reste dans l'ombre du bar, essayant d'avaler le fait que les flics planquaient devant la tôle depuis le début. Yuto détourne le regard, une putain d'angoisse lui tordant le bide en se repassant le film de la descente. Il commence à se demander si le timing de l'intervention de la police était vraiment juste un putain de hasard. Une idée noire lui traverse l'esprit. Et si les autorités surveillaient Chika de près depuis son retour? Il capte à quel point Chika est devenue livide et silencieuse depuis qu'ils ont laissé les flics derrière eux. Adoucissant sa voix, il lui demande si elle gère vraiment le coup après tout ce que Xeno et la police lui ont mis sur le dos. Chika lève les yeux vers lui, le poids du secret devenant enfin trop lourd à porter. Elle finit par avouer ce que Xeno a craché, que sa mère est vivante et trempe dans les affaires d'Exidra. Yuto est scotché par la confession de Chika, ses mots sonnant comme un coup de fusil dans sa tête. Elle enchaîne, révélant que Xeno lui a ordonné de récupérer un pendentif spécifique. Un pendentif? Répète Yuto, son cerveau tournant à plein régime pour capter le lien avec le gang. Une image de la daronne de Chika, Maya, lui traverse l'esprit, accompagnée de la mise en garde de ne jamais laisser le pendentif tomber entre de mauvaises mains. Elle explique que le pendentif est toujours planqué à l'orphelinat, et elle flippe que ce soit ça qu'Exidra cherche vraiment. Les pensées sombres de Yuto sont coupées par son phone qui vibre, un appel du directeur. La voix du directeur panique au bout du fil, lui hurlant de rappliquer Fissa à l'orphelinat. L'orphelinat s'est fait attaquer. Gueule Yuto, le cœur dans les chaussettes pendant que les autres le fixent avec horreur. Comprenant que l'heure tourne, Yuto lâche à Hayato et Yuki qu'ils doivent se séparer pour couvrir la zone. Lui et Chika tapent un sprint dans la nuit, plantant leurs potes là alors qu'ils foncent vers l'orphelinat. Pendant qu'ils courent, Yuto est bouffé par la culpabilité, se demandant si l'attaque a été calibrée pile pendant qu'ils étaient coincés avec les flics. Une rage animale s'allume au fond de ses yeux, un pouvoir familier et mortel qui commence à bouillonner en lui. Il laisse éclater un putain de rugissement de frustration pure, le bruit résonnant dans les rues désertes alors qu'il accélère à fond. Il n'arrive pas à se sortir de la tête la dernière fois que Chika a failli se faire choper, la peur dans ses yeux nourrissant sa haine. La douleur de ses derniers échecs le brûle comme une plaie à vif alors qu'il pousse son corps dans ses ultimes retranchements. Dans sa tête, il entend sa voix le suppliant d'arrêter le massacre, mais il sait qu'il ne peut plus freiner maintenant. Son pied percute l'asphalte avec une force surnaturelle, pulvérisant le béton sous son talon à chaque foulée. Dans un flou total, les yeux de Yuto s'enflamment d'un rouge écarlate alors qu'il débloque une force qui dépasse l'entendement. À l'orphelinat, Lord Bacchus observe la scène avec un sourire glaçant et narquois, totalement indifférent à la rage du gosse. Tout près de là, Takeshi Kuroiwa hallucine devant la vitesse irréelle de Yuto, galérant à capter ses mouvements. Yuto fonce dans le tas avec une frappe dévastatrice, mais Shade esquive avec une facilité déconcertante pour contrer. La meuf aux cheveux gris sourit à Yuto, savourant sa putain de revanche pour leur dernier round. Lord Bacchus s'écarte, filant sa bénédiction à Shade pour défoncer le gamin comme elle le sent. Yuto se jette sur elle, ses yeux rouges s'embrayant d'une aura féroce alors qu'il balance un coup lourd. Shade esquive l'attaque, se foutant de sa gueule en lui disant qu'il se fait bouffer par sa propre magie. Elle sourit crânement, lui affirmant que dans son état de bête sauvage, il ne l'effleurera même pas. L'attaque de Yuto tombe encore dans le vide pendant qu'elle fait un simple pas de côté, prenant le fight complètement à la légère. Elle balance un coup de pied magistral, tout en se la pétant sur son entraînement avec leur Bacchus en personne. Yuto bouffe le sol mais reste baissé, fixant toujours sa proie du regard. Shade ricane qu'il ne boxe même pas dans la même putain de catégorie, sa confiance explosant les compteurs. D'un coup, son visage se crispe de stupeur en pigeant qu'elle vient de se faire salement toucher. Elle balbutie, lui gueulant de pas se croire arrivée juste pour un coup de bol. Elle s'efforce de sourire, essayant de s'auto-persuader qu'elle a déjà cerné toutes ses feintes. Yuto s'en bat l'œil de ses conneries. Il a sorti les crocs et ses yeux sont deux brasiers infernaux. Il lâche un cri guttural de malade mental, abandonnant chaque infime trace d'humanité qui lui restait. Ses poings deviennent invisibles à force de taper à la vitesse de la lumière. Une rafale de patates s'abat sur Shade, beaucoup trop vite pour qu'elle puisse même espérer parer.
Une droite magistrale s'écrase sur son visage, faisant gicler une gerbe de sang. Sa tête part en arrière alors que son nez pisse le sang, sa confiance en elle finissant par s'effondrer. Elle tente de se remettre d'aplomb, prétextant qu'elle se retenait juste pour pas le buter sans faire exprès. Malgré la gueule en sang, elle lâche un sourire et le traite d'abruti, essayant de l'emmener dans un traquenard. Le balafré mate ça en retrait, se demandant si Yuto a vraiment les couilles de terminer l'embrouille en plein vol. Un impact d'une violence inouïe envoie une onde de choc traverser la cour quand ils se percutent. Yuto bouge comme un putain de fantôme, se dédoublant alors qu'ils font sur elle. Les yeux de Shade s'écarquillent de fou. Elle l'a complètement perdu et hallucine de ouf. Le pied de Yuto s'écrase dans la terre battue pendant qu'il arme son prochain sprint. Il lui fonce droit dessus une nouvelle fois, laissant des traînées de lumière rougeoyante derrière lui. Il lui gueule au visage, la force brute de son mode berserk exposée à la face du monde. Il pleut des coups sans s'arrêter, la forçant à reculer pendant qu'elle galère à suivre la cadence. Elle bloque in extremis un point irradiant d'une faible mais mortelle lueur. Elle lève les yeux vers lui, la gueule défoncée et bouillonnant d'une rage sourde. Elle commence à grave paniquer en pigeant qu'elle est en train de se faire démonter. Elle hurle de rage, refusant d'admettre qu'elle est en train de se faire plier par un mec comme lui. Planqué dans l'ombre, Lord Bacchus jauge le combat, notant froidement qu'elle a mordu à une putain de feinte de base. Yuto lâche un coup surpuissant droit dans son abdomen, brisant sa garde en 1000 morceaux. Shade s'écrase sur le sol en hurlant de douleur. Lord Bacchus sort de la pénombre, surplombant son sbire humilié. Elle est affalée par terre, incapable de lever la tête. Bacchus la fixe avec un mépris total, balançant si cette bête est plus futée qu'elle. Shade lève un regard vitreux, les yeux remplis de défaite et de honte devant son boss. Chica est toujours tenue captive pas loin de la camp Bacchus balance qu'il va sûrement falloir reprendre l'entraînement de Shade de zéro. Prête à tout pour sauver les meubles, Shade galère à se redresser, crachant des excuses et jurant qu'elle peut encore se battre. Elle fouille dans la poche de sa veste, la main tremblante en cherchant sa solution de la dernière chance. Elle sort un petit tube, et une unique pilule tombe dans sa main. Elle fixe le cacheton rouge et blanc, le souffle saccadé avant de prendre le plus gros risque de sa vie. Shade fixe Yuto avec un putain de dégoût, haïssant l'idée de griller son atout secret sur une merde pareille. Elle jette la capsule dans sa bouche, le visage ravagé et le nez pissant toujours le sang après l'enchaînement de Yuto. Elle avale la came, fermant les yeux en attendant que le boost chimique fasse effet. Le bruit de sa déglutition claque dans la cour, morte alors que la mutation commence. Un martèlement lourd et oppressant prend l'air en otage, scotchant l'attention de tout le monde. Une aura violette de mort explose autour de Shade, ses yeux s'illuminant d'une lueur écrasante et contre nature. Chica suffoque d'horreur, hypnotisé par cette putain de métamorphose. Le directeur lui-même hallucine sec, captant que le truc vient de déraper total. Shade sourit, la voix parasitée par la came, promettant à Yuto de lui montrer à quoi ressemble le vrai boss. Yuto le fixe en retour, silencieux et prêt alors que le deuxième round commence.